Le 30 septembre 1946, le tribunal militaire international de Nuremberg déclara formellement les SS organisations criminelles. Ce jugement fit de la simple appartenance à la Waffen-SS un crime potentiel, bien que des exceptions aient été prévues pour ceux qui avaient été enrôlés de force après 1943 et n'avaient pas participé directement à des crimes. Ce qui suivit ne fut ni la justice absolue exigée par les victimes, ni l'impunité totale espérée par de nombreux auteurs. Ce fut quelque chose de plus complexe et, à certains égards, de plus troublant. Certains commandants firent face à la potence. D'autres s'enfuirent en Amérique du Sud avec de faux passeports et de nouveaux noms. Certains reconstruisirent des carrières respectables en République fédérale d'Allemagne, reçurent des pensions de l'État et moururent entourés de leurs familles. Quelques-uns combattirent jusqu'au bout dans les rues de Berlin et furent capturés par l'armée rouge, envoyés dans des camps de travail soviétiques dont ils ne revinrent jamais. L'histoire de la Waffen-SS après 1945 n'est pas celle d'une justice pure. C'est l'histoire d'un monde qui, cherchant à se reconstruire, n'eut pas toujours la volonté ni les moyens d'affronter ce qui s'était produit. Et cette histoire, avec ses contradictions, ses silences et ses révélations tardives, continue de peser sur la mémoire de l'Europe 80 ans plus tard. Les premiers à subir les conséquences de la défaite furent ceux qui se rendirent à l'armée rouge, et leur sort fut de loin le plus sévère. Lorsque le front de l'Est s'effondra dans les dernières semaines de la guerre, des milliers de soldats de la Waffen-SS furent capturés au combat, sur les routes pendant la retraite ou en tentant de franchir les lignes soviétiques déguisées en civils. Les soviétiques les identifiaient avec une relative facilité. De nombreux membres de la Waffen-SS avaient leur groupe sanguin tatoué sous l'aisselle gauche, pratique standard de l'organisation. Ce petit tatouage, utile sur le champ de bataille pour faciliter les transfusions sanguines, devint une marque d'identification dans les centres de détention soviétiques. Le retirer avec une lame de rasoir, comme certains tentèrent de le faire, laissait une cicatrice tout aussi révélatrice. Le traitement soviétique des prisonniers de la Waffen-SS ne répondait pas aux mêmes standards que celui réservé aux prisonniers ordinaires de la Wehrmacht, bien que ceux-ci aient également été soumis à des conditions brutales. Selon les estimations du Comité international de la Croix-Rouge, entre 70 000 et 100 000 prisonniers allemands moururent dans les camps de travail soviétiques entre 1945 et 1950. Les conditions reproduisaient, avec une ironie sinistre, celles que les nazis eux-mêmes avaient imposées à leurs victimes. Des rations insuffisantes pour soutenir le travail exigé, des maladies sans traitement médical adéquat, des journées de 12 heures dans des conditions climatiques extrêmes, des baraquements sans isolation thermique où les hommes dormaient sur des plateformes en bois sans couverture pendant les hivers sibériens. La plupart de ceux qui ne moururent pas dans les premières années ne furent libérés qu'au milieu des années 1950, après la mort de Staline en 1953 et les négociations ultérieures entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union soviétique. Le destin des différents groupes nationaux ayant servi sous les runes des SS dépendit en grande partie de ceux qui les capturèrent et du contexte politique de leur pays d'origine. Les Russes et les Cosaques, ayant servi dans des formations de la Waffen-SS, comme le 15e corps de cavalerie cosaque SS, intégré à la Waffen-SS en novembre 1944, furent renvoyés en Union soviétique en vertu des accords de Yalta. Staline avait insisté pour que tous les citoyens soviétiques capturés par les alliés occidentaux soient rapatriés sans condition. Dans de nombreux cas, ce rapatriement fut effectué par la force, les prisonniers résistant littéralement à monter dans les trains. Ceux qui arrivèrent sur le sol soviétique furent traités comme des traîtres. Beaucoup furent exécutés immédiatement. Les autres furent envoyés au goulag. La situation des Ukrainiens de la 14e division de grenadiers de la Waffen-SS, première ukrainienne, connue sous le nom de division Galicie, fut qualitativement différente. Cette division avait été formée en 1943 avec des volontaires de Galicie, région de l'ouest de l'Ukraine qui avait fait partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918. Beaucoup de ces hommes combattirent avec la conviction qu'ils luttaient pour l'éventuelle indépendance de l'Ukraine, et non pour le Reich allemand. À la fin de la guerre, la division Galicie se rendit en Autriche aux forces britanniques. Les soviétiques exigèrent leur rapatriement.
La Croix-Rouge internationale, le Vatican et l'armée polonaise en exil intervinrent en leur faveur, arguant que beaucoup de ces hommes provenaient de territoires qui, avant 1939, avaient appartenu à la Pologne et non à l'Union soviétique. L'argument fut accepté, ils ne furent pas renvoyés. Après une période d'internement en Italie, ils furent autorisés à émigrer au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, au Canada et en Australie. Dans les zones contrôlées par les Américains, les Britanniques et les Français, la situation était différente mais non dépourvue de dureté. Les conditions dans les camps de prisonniers alliés improvisés durant les mois immédiatement postérieurs à la capitulation furent, dans de nombreux cas, pénibles. Des millions d'hommes étaient traités simultanément et les infrastructures étaient débordées. Beaucoup de prisonniers furent maintenus dans des enclos à ciel ouvert, luttant contre les maladies, la faim et une incertitude totale quant à leur avenir. Les autorités alliées, confrontées à une masse de détenus allant de hauts criminels de guerre à des conscrits de 17 ans, se concentrèrent sur l'identification des responsables de haut rang et de ceux notoirement impliqués dans des crimes précis. Le processus de dénazification, conçu pour déterminer le degré de culpabilité individuelle de chaque membre du régime, était en théorie méticuleux. En 1946, les Alliés établirent une classification en 5 catégories. Principaux responsables, Hauptschuldige, activistes, Belastet, moins compromis, Minder Belastet, suiveurs nominaux, Mitläufer, et exonérés, Entlastet. Les tribunaux de dénazification examinèrent les dossiers de millions de personnes. Mais la pression politique, la surcharge des tribunaux, la guerre froide qui se dessinait à l'horizon et l'intérêt des alliés occidentaux à reconstruire l'Allemagne comme rempart contre le communisme érodèrent progressivement la rigueur du processus. En 1948, de nombreuses affaires avaient été classées, réduites ou conclues par des peines minimales. Les soldats de base qui pouvaient démontrer avoir été enrôlés de force ou ne pas avoir participé directement à des crimes documentés furent, pour la plupart, libérés entre 1946 et 1947. En quittant les camps, ils trouvèrent un pays en ruine, sans emploi, avec la stigmatisation d'avoir appartenu à une organisation déclarée criminelle. Beaucoup adoptèrent le silence comme stratégie de survie. Ils retournaient dans des villes détruites, trouvaient du travail dans la construction ou dans des usines, et ne mentionnèrent jamais à leur famille ce qu'ils avaient fait entre 1939 et 1945. Leurs enfants ne posaient pas de questions, leurs voisins non plus. Certains furent immédiatement recrutés par les puissances alliées pour leurs propres besoins. Les services de renseignement occidentaux reconnurent la valeur des connaissances et des contacts de certains anciens officiers SS dans le contexte de la guerre froide naissante. Reinhard Gehlen, chef du renseignement militaire allemand sur le front de l'Est, se rendit aux Américains et offrit ses connaissances sur l'Union soviétique en échange de protection. Son réseau, appelé Organisation Gehlen, devint un instrument de la CIA en Europe et la base du futur service de renseignement ouest-allemand, le BND. Gehlen et nombre de ses collaborateurs provenaient des services de sécurité du Reich, bien que tous n'aient pas été membres formels de la Waffen-SS. Certains avaient appartenu au SD, le service de sécurité des SS. La question des pensions devint le champ de bataille le plus visible de l'après-guerre. La loi fédérale de 1950 sur l'assistance aux victimes de guerre, le Bundesversorgungsgesetz, était destinée à soutenir les anciens combattants invalides et les veuves de guerre. Le débat sur la question de savoir si les membres de la Waffen-SS devaient recevoir des prestations comparables à celles des soldats de la Wehrmacht fut immédiatement controversé. Les Alliés avaient déclaré les SS organisations criminelles non branches de l'armée. Les exclure des prestations aurait été cohérent avec ce verdict, mais cela signifiait affronter un bloc électoral significatif dans une démocratie naissante qui avait besoin de stabilité. En 1953, le chancelier Konrad Adenauer déclara publiquement que les hommes de la Waffen-SS avaient combattu comme des soldats, comme les autres. Cette déclaration fut en partie le résultat de la pression du lobby des vétérans HIAG, en partie un calcul politique délibéré et en partie le reflet d'une culture d'après-guerre qui préférait l'oubli à la confrontation. En pratique, cela signifia que de nombreux anciens membres des SS pouvaient réclamer des pensions limitées,
notamment ceux qui pouvaient démontrer avoir été conscrits après 1943 et ne pas avoir été volontaires. Pour les survivants de l'Holocauste, qui dans de nombreux cas ne reçurent pas de compensation comparable pendant des décennies, cette décision constitua une trahison morale difficile à ignorer. En 1956, lorsque la République fédérale forma la Bundeswehr, sa nouvelle armée, la question se posa à nouveau. Les anciens membres des SS pouvaient-ils servir à nouveau en uniforme? En théorie, la réponse pouvait être affirmative sous certaines conditions. En pratique, sur les 3117 anciens membres de la Waffen-SS qui demandèrent à intégrer la nouvelle force, seuls 508 furent acceptés. Les autres furent rejetés en raison de leurs antécédents idéologiques, de leur casier judiciaire ou de la pression des conseillers alliés qui continuaient de superviser le processus de réarmement allemand. Ceux qui entrèrent dans la Bundeswehr gardèrent généralement le silence sur leur passé. Dans les conversations avec des officiers d'autres nations de l'OTAN, le sujet était un tabou tacite. Le problème structurel auquel étaient confrontés les procureurs alliés était l'ampleur d'une organisation qui, à son apogée, comptait près d'1 million de membres, avec 38 divisions et une structure administrative allant du Führungshauptamt à Berlin au peloton d'exécution dans les villages biélorusses. Il était humainement impossible de poursuivre tous les responsables. Il fallait établir des priorités. Les grands criminels de guerre les plus connus, les commandants des Einsatzgruppen, les directeurs de camps, les responsables de massacres documentés étaient prioritaires. Les commandants intermédiaires pouvaient attendre. Les soldats de base, en général, n'étaient pas poursuivis à moins qu'il n'existe des témoignages spécifiques contre eux. Le résultat fut une justice inévitablement incomplète. La division SS Totenkopf, responsable de la garde des camps de concentration dès leur origine, et directement impliquée dans les marches de la mort, ne vit qu'une fraction de ses membres faire face à des conséquences judiciaires. Il en fut de même pour les membres de la division Das Reich, dont l'histoire comprenait les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane en juin 1944, 99 tués à Tulle, 642 à Oradour, dont 247 enfants, et dont le commandant, Heinz Lammerding, vécut jusqu'en 1971 en Allemagne de l'Ouest, construisant une carrière entrepreneuriale prospère sous la protection d'une loi qui n'autorisait pas l'extradition des citoyens allemands. Pour la division Wiking, responsable de crimes en Ukraine, la situation fut similaire. En Yougoslavie, l'approche fut différente. Le président Josip Broz Tito, conscient de la nécessité d'unir des groupes ethniques aux histoires de violences mutuelles pendant la guerre, adopta une politique pragmatique. Ceux qui pouvaient être accusés de crimes spécifiques contre des citoyens yougoslaves furent jugés. Les autres bénéficièrent d'une amnistie. Cela inclut d'anciens membres des SS issus de formations telles que la 13e division de montagne SS Handschar et la 7e division de montagne volontaire SS Prince Eugen. Beaucoup des volontaires bosniaques, serbes et croates qui avaient combattu sous les runes retournèrent dans leur communauté, où la mémoire de la guerre et leur loyauté constituaient une question complexe que la politique officielle préférait ne pas rouvrir. Ce qui subsista de ce processus fut une Allemagne qui avait condamné ses pires criminels à Nuremberg, mais avait silencieusement réintégré des dizaines de milliers de complices dans la vie civile. Une Europe qui avait jugé le sommet mais laissé largement intacte la base de la pyramide, et une génération de responsables qui apprit que le silence était la meilleure stratégie de survie dans le monde à venir. Les marches de la mort, le dernier crime des SS. Avant que les Alliés n'atteignent les camps, les SS organisèrent l'un des épisodes les plus cruels de tout le conflit. De janvier 1945 jusqu'au premier jour de mai, plus de 250 000 prisonniers furent contraints de marcher à pied pendant des jours ou des semaines depuis des camps en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie et dans l'est de l'Allemagne, vers l'intérieur du Reich. L'ordre venait directement de Heinrich Himmler et du haut commandement conjoint des SS. L'objectif était d'empêcher que les prisonniers des camps de concentration soient libérés par les Alliés. Pour le régime, libérer les témoins du génocide constituait une menace aussi grave que la défaite militaire. Les itinéraires étaient longs, inhumains et mortels. Les prisonniers, squelettiques à cause de la faim, pour la plupart malades, à peine couverts de haillons et pieds nus dans les climats les plus froids,
furent contraints de parcourir des dizaines de kilomètres par jour sous la surveillance armée des unités Totenkopf, les gardiens des camps. Ceux qui tombaient, ceux qui s'arrêtaient, ceux qui ne pouvaient plus continuer étaient exécutés en chemin, sans exception. Souvent, les habitants locaux observaient les colonnes sans intervenir. Certains tentaient de donner du pain ou de l'eau. La majorité fermait les portes et baissait les volets. L'une des marches les plus longues fut l'évacuation du camp d'Auschwitz le 18 janvier 1945, 9 jours avant l'arrivée de l'armée rouge. Plus de 56 000 prisonniers furent forcés de marcher vers l'ouest. Environ 15 000 moururent au cours de cette seule opération, de froid, d'inanition, exécutés en route. Ceux qui survécurent furent envoyés dans des camps comme Gross-Rosen, Buchenwald et Mauthausen, où les conditions étaient tout aussi létales. Le 13 avril 1945, près de Gardelegen, des soldats SS et des membres de la milice locale enfermèrent environ 1000 prisonniers dans une grange et y mirent le feu. Ils moururent brûlés vifs. Lorsque les troupes américaines arrivèrent sur les lieux quelques jours plus tard, elles trouvèrent les cendres et les ossements. Lors de la marche de Mauthausen, commencée le 11 avril, des milliers de prisonniers provenant de Gunskirchen et d'autres sous-camps marchèrent pendant des jours sur les routes rurales autrichiennes. Beaucoup moururent en chemin. Lorsque le camp fut libéré par les troupes américaines le 5 mai, elles découvrirent des milliers de corps et des centaines de survivants dans un état d'agonie. Lors des procès de Nuremberg, les commandants des camps et les officiers SS invoquèrent l'obéissance aux ordres, la peur des représailles ou l'ignorance. Les preuves étaient accablantes. Les marches de la mort ne furent pas des accidents du chaos, mais des décisions conscientes, des ordres systématiques exécutés par la hiérarchie des SS jusqu'au dernier jour de la guerre. Le procès de Nuremberg, la condamnation d'une organisation. Le 29 septembre 1947 commença à Nuremberg le 9e des 12 procès consécutifs organisés par les autorités américaines dans la zone d'occupation allemande. 24 hauts officiers des Einsatzgruppen, les escouades mobiles de la mort qui avaient suivi l'armée allemande lors de l'invasion de l'Union soviétique, furent jugés. Leur objectif avait été d'exterminer les Juifs, les communistes, les Roms et toute personne considérée comme ennemie du Reich. Entre 1941 et 1943, ces groupes ont assassiné plus d'1 million de personnes, sans chambres à gaz, sans fours crématoires. Seulement avec des balles. Le plus éminent des accusés était Otto Ohlendorf, chef de l'Einsatzgruppe D, responsable de plus de 90 000 meurtres dans le sud de l'Ukraine et en Crimée. C'était un homme instruit, économiste, ancien fonctionnaire du ministère de l'économie du Reich. Pendant le procès, il se montra froid, rationnel et imperturbable. Il ne nia pas les crimes. Il les justifia comme des mesures préventives nécessaires pour la sécurité du Reich. Les preuves étaient accablantes. Les rapports hebdomadaires envoyés par les commandants au quartier général des SS documentaient avec une précision académique le nombre d'éléments éliminés, comme ils appelaient les victimes humaines, classées par ethnie, sexe et âge. L'un des documents les plus brutaux fut le rapport Jäger, rédigé par le commandant Karl Jäger de l'Einsatzkommando 3, qui enregistra l'assassinat de 137 346 personnes entre juillet et décembre 1941 en Lituanie. Le document détaillait chaque exécution. Le jugement fut rendu le 10 avril 1948. Sur les 24 accusés, 14 furent condamnés à mort, 2 à la prison à vie, et les autres reçurent des peines variant de 10 à 20 ans. Parmi ceux condamnés à mort se trouvait Paul Blobel, directement responsable du massacre de Babi Yar, où plus de 33 000 personnes furent tuées en seulement 2 jours en septembre 1941. Otto Ohlendorf également. Les exécutions eurent lieu le 7 juin 1951 à la prison de Landsberg. Blobel demanda pardon avant de mourir. Ohlendorf, en revanche, maintint jusqu'à la fin que l'histoire l'absoudrait. Il mourut convaincu d'avoir agi correctement. Le procès établit des précédents fondamentaux en droit pénal international. Les crimes de guerre pouvaient être jugés indépendamment du grade de l'accusé. L'obéissance aux ordres n'était pas une défense valable face au génocide. Il existait une responsabilité pénale individuelle même au sein de structures militaires hiérarchiques. La chasse aux grands, destin des dirigeants. SS Heinrich Himmler, le Reichsführer SS,
architecte de l'appareil d'extermination le plus meurtrier du XXe siècle, tenta dans ses dernières semaines de devenir le sauveur de l'Allemagne. Le 21 avril 1945, il envoya des émissaires via la Suède pour proposer une paix séparée aux Britanniques et aux Américains, laissant la guerre contre l'URSS active. Le comte Folke Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise reçut la proposition. Il la transmit à Londres et Washington. La réponse fut un refus immédiat. Lorsque Hitler apprit la trahison, il démit Himmler de toutes ses fonctions par décret. L'homme le plus puissant du Reich pendant des années fut déclaré ennemi de l'État. Himmler s'enfuit. Il changea d'uniforme, se déguisa, se laissa pousser la moustache et se couvrit un œil avec un cache-œil. Il adopta le faux nom de Heinrich Hitzinger et prit les papiers d'un sergent de la Wehrmacht. Le 21 mai 1945, un groupe de soldats britanniques du 2e armée britannique effectuait des contrôles d'identité de routine près de Bremervörde lorsqu'ils arrêtèrent 3 hommes suspects. Leur comportement nerveux attira l'attention. L'un d'eux portait un cache-œil. Lorsqu'ils furent emmenés dans un centre d'interrogatoire à Lunebourg, les médecins demandèrent aux suspects de se déshabiller et d'enlever le cache-œil. L'œil était sain, c'était Himmler. Il n'eut d'autre choix que d'admettre son identité. Le 23 mai 1945, lors d'un examen médical, alors qu'un médecin vérifiait sa cavité buccale, Himmler mordit une capsule de cyanure qu'il avait cachée entre ses molaires. Les tentatives des médecins britanniques pour le réanimer furent vaines. Il mourut en 15 minutes. Son corps fut enterré dans une tombe anonyme aux environs de Lunebourg. L'emplacement exact fut gardé secret par l'armée britannique afin d'éviter qu'il ne devienne un lieu de culte. Le sort des commandants de camp fut varié. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, s'échappa initialement en adoptant l'identité d'un ouvrier. Le 11 mars 1946, les troupes britanniques le capturèrent près de Flensburg. Lors de son procès en Pologne, Höss témoigna qu'au moins 2 500 000 victimes furent exécutées et exterminées à Auschwitz par gazage et incendie, et qu'au moins un demi-million supplémentaire succomba à la faim et aux maladies. Le 16 avril 1947, il fut exécuté par pendaison dans le camp même d'Auschwitz. Friedrich Jeckeln, responsable du massacre de Babi Yar et de la fusillade de 25 000 Juifs à Rumbula, fut capturé par les Soviétiques. En janvier 1946, il compara devant un tribunal militaire soviétique à Riga, en Lettonie. Il reconnut sa responsabilité. Le 3 février 1946, devant une foule de 4000 spectateurs sur la place de la Victoire de Riga, il fut pendu. Odilo Globoknik, superviseur de l'opération Reinhard, qui conduisit à l'assassinat de 1,5 à 2 millions de Juifs et à la construction des camps d'extermination de Bełżec, Sobibor et Treblinka, fut découvert dans les Alpes par une patrouille britannique en mai 1945. Lorsqu'un officier britannique prononça son nom à haute voix comme piège pour l'identifier, Globoknik tourna la tête par réflexe. Réalisant ce qu'il avait fait, il tenta de faire comme si de rien n'était. Il était trop tard. Lorsqu'il fut conduit à sa cellule, il mordit une capsule de cyanure. Il mourut sur le sol de la prison. Oskar Dirlewanger, commandant de la brigade qui portait son nom, responsable d'atrocités en Pologne et en Biélorussie défiant toute compréhension, fut reconnu par un ancien prisonnier d'un camp de concentration le 1er juin 1945. Le lieutenant de la Luftwaffe, Anton Fussing, qui partagea une cellule avec lui, décrivit plus tard ce qu'il vit. Des blessures ouvertes et saignantes sur le visage de Dirlewanger, son corps couvert de contusions. Chaque nuit, il était traîné hors de sa cellule par les gardes polonais. Le 7 juin 1945, 6 jours après sa capture, le registre officiel mentionna une crise cardiaque. La vérité était qu'il était mort des coups reçus. Richard Glucks, qui avait supervisé l'immense réseau des camps de concentration comme successeur du général Theodor Eicke et inspecteur des camps, fut celui qui proposa Auschwitz comme site approprié pour un nouveau camp, en février 1940. Le 10 mai 1945, à la base navale de Murvik à Flensburg, il avala une capsule de cyanure. Otto Ollendorf et Paul Blobel furent exécutés le 7 juin 1951 à Landsberg. Ernst Kaltenbrunner, le plus haut officier SS jugé à Nuremberg, qui en 1942 avait pris le contrôle de la Gestapo et du système des camps de concentration après l'assassinat de Reinhard Heydrich, fut condamné à mort.
Ses dernières paroles, le 16 octobre 1946, furent « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie d'un cœur chaud. J'ai rempli mon devoir selon les lois de mon peuple et je sens que cette fois, mon peuple a été conduit par des hommes qui n'étaient pas des soldats et que des crimes ont été commis dont je n'avais pas connaissance. » Le destin de Hans Kammler, le général SS, qui supervisa la construction des camps de concentration et dirigea le programme de missiles F-2, reste l'un des mystères les plus débattus de l'après-guerre. Sa dernière apparition confirmée eut lieu le 17 avril 1945. Sa famille demanda qu'il soit déclaré mort à partir du 9 mai de la même année. Le tribunal de district de Berlin-Charlottenburg approuva la demande en septembre 1948. Certains historiens ont suggéré la possibilité que Kammler ait négocié sa protection avec les Américains en échange de ses connaissances sur la technologie des missiles, mais aucune preuve documentaire concluante n'existe. Heinrich Müller, chef de la Gestapo, surnommé Gestapo Müller, disparut sans laisser de traces. Sa dernière apparition confirmée fut le 1er mai 1945 dans le bunker d'Hitler. Il ne fut jamais capturé. En 2013, un historien allemand affirma avoir trouvé des preuves que Müller mourut à Berlin en 1945 et fut enterré dans une fosse commune, mais l'affirmation fut contestée par d'autres experts. Le mystère demeure. Les Ratlin, les réseaux d'évasion des SS. Le terme Ratline, route des rats, désigne l'ensemble des réseaux clandestins qui, entre 1945 et le début des années 1950, ont transporté des milliers de criminels de guerre nazis, dont des centaines de membres des Waffen-SS et de l'appareil de sécurité du Reich, de l'Europe vers l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, et, dans une moindre mesure, l'Australie. Il ne s'agissait pas d'un système unique ou centralisé, mais d'une constellation de structures parallèles partageant méthodes, infrastructures et souvent les mêmes intermédiaires. Le point de départ géographique le plus important était Rome. En 1945 et 1946, la ville était le carrefour de l'Europe. Elle accueillait des dizaines de milliers de déplacés de guerre sans papier, des organisations humanitaires distribuant des documents sans vérification approfondie et un réseau de monastères et de couvents offrant un hébergement sans poser de questions. La présence du Vatican ajoutait une couche d'immunité diplomatique et logistique qu'aucune autre ville européenne ne pouvait offrir. L'évêque autrichien Alois Udall dirigeait depuis le collège pontifical teutonique de Santa Maria dell'Anima à Rome une opération qu'il décrivit lui-même dans ses mémoires de 1976 comme une mission humanitaire visant à sauver des soldats des griffes de la haine des vainqueurs. Udall avait publié en 1937 un livre très controversé dans lequel il tentait de concilier le catholicisme avec le national-socialisme, ce qui lui valut un rappel à l'ordre du Vatican et l'éloignement des cercles de pouvoir ecclésiastique. Dans l'après-guerre, il trouva l'occasion d'une réhabilitation personnelle en dirigeant une opération qu'il présentait comme caritative. Il fournissait des lettres de recommandation et un soutien logistique à des figures comme Franz Stangl, commandant des camps d'extermination de Sobibor et Treblinka, où environ 1 700 000 personnes furent assassinées. Stangl utilisa des documents du Comité international de la Croix-Rouge obtenus avec l'aide de Udall pour se rendre en Syrie en 1948, puis au Brésil en 1951. Il fut capturé à Sao Paulo en 1967, extradé en Allemagne de l'Ouest et condamné à la réclusion à perpétuité en 1970. Il mourut d'une insuffisance cardiaque en prison en 1971. Le rôle du Comité international de la Croix-Rouge mérite une analyse précise, car il a été mal interprété. À l'époque, le CICR délivrait des documents de voyage appelés Reiseausweis, papier d'identité pour personnes déplacées, à toute personne se présentant comme apatride ou déplacée. La procédure ne prévoyait pas de vérification des antécédents. L'organisation ne disposait d'aucun mécanisme pour détecter de fausses identités ni d'accès aux dossiers criminels des puissances alliées. Lorsque, dans les années suivantes, il fut constaté que le CICR avait délivré des documents à des criminels de guerre nazis, au moins 8000 personnes ont utilisé ces documents pour émigrer en Amérique du Sud, l'organisation reconnut la situation mais souligna à juste titre que ces procédures avaient été exploitées par des réseaux opérant à son insu. Cette explication est factuellement correcte mais ne couvre pas tous les cas.
car certains fonctionnaires locaux du CICR avaient des contacts documentés avec des intermédiaires des réseaux d'évasion. La deuxième structure principale était le réseau lié au SS Gruppenführer Karl Wolff et aux officiers des SS ayant servi en Italie. Wolff avait été le commandant suprême des SS en Italie et l'intermédiaire dans les négociations secrètes avec l'OSS américaine qui menèrent à la reddition anticipée dans le nord de l'Italie en mai 1945, opération connue sous le nom de Sonnenaufgang ou Aube. Cette collaboration lui valut un traitement de faveur de la part des Alliés. Il ne fut pas jugé à Nuremberg, bien qu'il ait été jugé et condamné en Allemagne en 1964 à 15 ans de prison, réduit pour bonne conduite et santé, pour sa responsabilité dans la déportation de 300 000 Juifs italiens. Son réseau de contacts dans le nord de l'Italie comprenait des industriels, des aristocrates et des membres du clergé qui facilitèrent la fuite de nombreux officiers des SS vers l'Espagne et l'Amérique du Sud. L'Espagne franquiste fut le deuxième grand corridor de transit. La neutralité espagnole pendant la guerre et l'affinité idéologique du régime franquiste avec le national-socialisme créèrent un environnement favorable à l'accueil discret des fugitifs nazis. Madrid était une ville remplie d'Allemands dans l'après-guerre, exilés économiques, techniciens réclamés par des entreprises espagnoles, espions déguisés en hommes d'affaires et criminels de guerre attendant des documents pour poursuivre leur voyage. La police espagnole ne collaborait pas aux enquêtes alliées sur les criminels de guerre. Les agents de la brigade politique et sociale avaient ordre de ne pas s'immiscer dans les affaires de la communauté allemande. Otto Skorzeny, l'officier des Waffen-SS célèbre pour le sauvetage de Mussolini au Grand Sasso en septembre 1943 et pour le commandement des unités d'infiltration dans les Ardennes en décembre 1944 déguisé en soldats américains, s'installa à Madrid au début des années 1950 après avoir échappé à la garde alliée en 1948. Depuis l'Espagne, il organisa un réseau de contacts entre anciens officiers allemands, sociétés de sécurité privées et services de renseignement étrangers, y compris le Mossad israélien, qui, selon certains témoignages, utilisa ses contacts dans le monde arabe. Skorzeny collabora également à la formation des forces de sécurité égyptiennes sous Nasser. Il ne fut jamais jugé pour les crimes commis sous son commandement et mourut à Madrid en 1975, la même année que Franco. L'Argentine fut la principale destination finale de l'émigration nazie. Le gouvernement de Juan Domingo Perón maintint pendant la guerre une neutralité qui cachait une sympathie marquée pour les puissances de l'Axe et, dans l'après-guerre, adopta une politique d'accueil actif des spécialistes européens, parmi lesquels des scientifiques, techniciens, médecins et militaires allemands, dont beaucoup avaient un passé inacceptable dans tout autre pays occidental. En 1946, Perón signa des accords migratoires avec des organisations européennes qui facilitèrent l'émigration massive depuis l'Europe. Les archives argentines, partiellement déclassifiées dans les années 1990, révélèrent que le gouvernement péroniste était conscient que des criminels de guerre figuraient parmi les immigrants et, dans certains cas, facilita activement leur entrée. Adolf Eichmann, responsable de la logistique de l'Holocauste au sein de l'appareil des SS, entra en Argentine en 1950 sous le nom de Ricardo Clément, en utilisant un passeport délivré par le CICR à Genève. Il s'installa dans la banlieue de San Fernando à Buenos Aires, où il travailla dans plusieurs entreprises industrielles. Il était connu dans sa communauté comme un Allemand tranquille avec une famille. Sa présence en Argentine fut dénoncée au Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, par Lothar Hermann, un survivant du camp de Dachau vivant à Buenos Aires dont la fille avait fréquenté le fils d'Eichmann. Le Mossad organisa l'opération Garibaldi sous la direction de l'agent Rafi Eitan. 11 agents israéliens se rendirent à Buenos Aires, étudièrent les déplacements d'Eichmann pendant des semaines et le capturèrent le 11 mai 1960 à l'arrêt de bus de la rue Garibaldi. Il fut maintenu sous sédatif dans une maison sûre pendant 9 jours pendant la préparation de l'évacuation. Le 20 mai 1960, il quitta l'Argentine à bord d'un vol El Al déguisé en membre d'équipage avec de faux documents. Il fut jugé à Jérusalem devant le tribunal de district à partir du 11 avril 1961. Le procès, présidé par le juge Moshe Lando, dura 4 mois et fut suivi par 100 correspondants accrédités du monde entier, marquant la première retransmission télévisée d'un procès dans l'histoire d'Israël.
La philosophe Hannah Arendt couvrit l'affaire pour The New Yorker et développa à partir de ses observations le concept de la banalité du mal. Eichmann fut reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre le 11 décembre 1961, condamné à mort le 15 décembre et exécuté par pendaison le 1er juin 1962 à la prison de Ramla. C'est la seule exécution judiciaire jamais réalisée par Israël. Joseph Mengele, le médecin des SS à Auschwitz-Birkenau, responsable des sélections sur le quai d'arrivée et des expériences sur les détenus vivants, y compris des injections chimiques dans les yeux des enfants pour tenter de changer leur couleur, des amputations sans anesthésie et des expériences sur des jumeaux, s'échappa d'Auschwitz le 17 janvier 1945, 3 jours avant l'évacuation du camp, emportant ses dossiers de recherche. Il passa les mois suivants à différents endroits en Allemagne, fut brièvement capturé par les Alliés sans être identifié et libéré, et arriva en Argentine en 1949 sous le nom de Helmut Gregor avec des documents du CICR. Il obtint la citoyenneté argentine en 1956 sous son vrai nom. Lorsque la capture d'Eichmann révéla que le Mossad opérait en Argentine, Mengele s'enfuit d'abord au Paraguay, où il obtint également la citoyenneté, puis au Brésil, où il vécut sous la protection d'une famille allemande à Embu das Artes, près de Sao Paulo. Il se noya le 7 février 1979 sur la plage de Bertioga, Brésil, après avoir subi un AVC en nageant. Ses restes furent identifiés en 1992 par analyse ADN comparée à des échantillons de son fils Rolf. Il ne fut jamais capturé ni jugé. L'Allemagne ne publia son mandat d'arrêt qu'en 1959, 14 ans après la fin de la guerre. Klaus Barbie était le chef de la Gestapo à Lyon entre novembre 1942 et août 1944, surnommé le « boucher de Lyon », pour sa responsabilité personnelle dans la torture et la déportation de milliers de personnes, y compris l'arrestation et la déportation de 44 enfants juifs de la colonie d'Isieux le 6 avril 1944. Tous furent assassinés à Auschwitz. Barbie fut également responsable de la capture et de la torture du chef de la résistance Jean Moulin, mort sous la torture en juillet 1943. À la fin de la guerre, Barbie fut recruté par le service de contre-espionnage de l'armée américaine, le CIPAOIC, qui l'employa de 1947 à 1951 comme informateur sur les réseaux communistes en Europe. Lorsque le CIPAOIC apprit en 1950 que les Français le recherchaient pour crimes de guerre, il facilita sa fuite. Les agents du CIPAOIC le mirent en contact avec le prêtre croate Krunoslav Draganović, qui agissait comme intermédiaire du réseau de Udal et était directeur du collège pontifical Saint-Jérôme à Rome. Draganović géra son passeport du CICR et son visa bolivien. Barbie arriva en Bolivie en 1951 sous le nom de Klaus Altmann et travailla pendant des années comme marchand de bois et de machines. En 1971, il fut identifié à La Paz par le journaliste Ladislas de Hoyos et la chercheuse française Beate Klarsfeld. La Bolivie l'expulsa en 1983 et il fut transféré en France où il fut jugé pour crimes contre l'humanité. Condamné à la réclusion à perpétuité en 1987, il mourut en prison à Lyon en 1991. L'existence d'une organisation unique appelée Odessa, Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, Organisation des anciens membres des SS, nécessite une précision historique. Le concept fut popularisé par le roman de Frederick Forsyth, The Odessa File, 1972, et par le journalisme de Simon Wiesenthal, mais les recherches historiques ultérieures ont nuancé son existence. Il n'existe aucune preuve documentaire d'une organisation centrale portant ce nom et opérant comme un réseau unifié sous un commandement hiérarchique. Ce qui existait, en revanche, étaient de multiples réseaux parallèles, certains coordonnés de manière informelle, partageant infrastructures, contacts et méthodes. Certains historiens, dont Uki Goni dans son ouvrage The Real Odessa 2002, ont identifié des réseaux spécifiques en Argentine avec une rigueur documentaire suffisante pour établir que l'État argentin a collaboré activement et non simplement passivement à l'accueil des criminels de guerre. La distinction est importante. Ce n'est pas la même chose qu'un gouvernement qui ferme les yeux ou qu'un gouvernement qui envoie des diplomates en Europe pour recruter des émigrants au passé criminel.
Simon Wiesenthal, survivant du camp de concentration de Mauthausen, fonda le Centre de documentation juive à Vienne en 1947. Pendant des décennies, il recueillit des témoignages, suivit des documents et fournit des informations aux procureurs de plusieurs pays. Sa méthodologie n'était pas celle d'un chercheur d'archives, mais celle d'un collecteur de témoignages et d'indices, ce qui lui valut admiration et critique de la part des historiens académiques. Il reconnut lui-même des erreurs dans certains cas, mais sa contribution à maintenir la pression sur les gouvernements européens pour qu'ils recherchent les criminels de guerre fut irremplaçable pendant des décennies où la volonté politique de le faire était faible. Wiesenthal affirma avoir contribué à la localisation et à l'arrestation de plus de 1100 criminels de guerre nazis. Le chiffre fut contesté, mais l'orientation est indubitable. Il mourut à Vienne en 2005 à l'âge de 96 ans. HAG, l'organisation des vétérans et la réhabilitation du mythe. En mai 1951, dans la ville de Werden an der Halle, en Basse-Saxe, s'est tenue la réunion fondatrice de la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, connue sous l'acronyme HOMS-IAG, fondée par le SS-Obergruppenführer et général des Waffen-SS Paul Hauser, le SS-Obergruppenführer Otto Kumm et le SS-Obergruppenführer Felix Steiner, trois des commandants les plus éminents des Waffen-SS pendant la guerre. L'organisation s'est présentée dès le départ comme une association d'entraide avec une mission explicitement politique, obtenir la réhabilitation juridique et sociale des vétérans des Waffen-SS, égaler leur statut légal à celui des vétérans de la Wehrmacht et garantir leur accès aux pensions de guerre. Paul Hauser, âgé de 71 ans au moment de la fondation, fut le visage le plus visible de cette opération de réhabilitation. Il avait commandé le 2e corps blindé SS sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, était respecté même par les officiers de la Wehrmacht et jouissait d'une réputation de professionnalisme militaire reconnue par certains alliés. Pendant des années, Hauser fut la figure que HIMAG présenta comme la preuve que les Waffen-SS avaient été une armée professionnelle et non un instrument idéologique. En 1953, il publia le livre Soldaten wie andere auch, Soldats comme les autres, qui devint le manifeste de la thèse présentant les Waffen-SS comme une force purement combattante, détachée des crimes du régime. Cette thèse était historiquement insoutenable, mais elle fut accueillie avec enthousiasme par la culture politique de l'Allemagne de l'Ouest des années 1950, qui devait intégrer des millions de vétérans dans une nouvelle démocratie sans provoquer de troubles sociaux. À partir de 1951, Schiage publia le mensuel Der Freiwillige, le volontaire, qui continua à apparaître pendant plus de 4 décennies. Dans ces pages, les batailles étaient racontées en termes strictement militaires. Des nécrologies des camarades décédés étaient publiées, des réunions d'anciennes divisions étaient annoncées, des appels dans les tribunaux des pensions étaient défendus et une narration historique alternative à celle développée par les historiens académiques était systématiquement construite. Jusqu'à sa fermeture en 1992, le magazine publia plus de 500 numéros. Les articles signés par d'anciens officiers de la SS décrivaient les combats sur le front de l'Est comme la lutte de l'Europe contre le bolchevisme, en éliminant toute référence aux massacres, aux déportations et à l'exploitation systématique des populations occupées, qui était l'autre facette de ces mêmes opérations militaires. La maison d'édition liée à HIAG, Munin Verlag d'Osnabrück, publia entre 1954 et la fin des années 1980 plus de 57 livres d'histoire militaire sur les divisions des Waffen-SS. Ces ouvrages, écrits pour la plupart par d'anciens officiers des unités qu'ils décrivaient, étaient distribués dans les librairies allemandes aux côtés de livres d'histoire conventionnels. Beaucoup furent traduits en anglais, en français et en espagnol. Plusieurs se vendirent à des dizaines de milliers d'exemplaires. Leur méthodologie suivait l'histoire militaire traditionnelle, cartes, ordres de bataille, chronologie des opérations. Ce qu'ils omettaient systématiquement, c'était toute référence aux crimes commis par ces mêmes unités. Exécution de prisonniers de guerre, assassinat de civils, participation aux déportations. Le résultat était des livres pouvant être lus de bout en bout sans apprendre que la division Das Reich avait brûlé vive 642 civils à Oradour-sur-Glane. La stratégie politique de HIMAG fut tout aussi systématique.
Ces représentants se présentèrent aux commissions parlementaires du Bundestag pour témoigner des conditions de service dans les Waffen-SS et défendre l'égalité de leurs pensions avec celles des vétérans de la Wehrmacht. Ils financèrent des avocats pour représenter les vétérans devant les tribunaux de dénazification. Ils soutinrent les candidatures de parlementaires conservateurs favorables à la réhabilitation des vétérans. En 1953, lorsque le chancelier Adenauer prononça la phrase selon laquelle les hommes des Waffen-SS avaient combattu comme des soldats comme les autres, HIJAG la célébra comme une victoire politique majeure, bien qu'Adenauer ait pris soin de ne pas répéter cette déclaration dans des contextes où elle aurait pu être directement contestée. La question des pensions était la plus concrète et celle qui affectait le plus directement la vie quotidienne des vétérans. En vertu du Bundesversorgungsgesetz de 1950, les anciens membres des Waffen-SS n'avaient pas automatiquement droit aux pensions de guerre accordées aux vétérans de la Wehrmacht. HIAG organisa une campagne juridique massive, cas par cas, pour obtenir reconnaissance. La jurisprudence évolua progressivement dans les années 1950. Les tribunaux allemands commencèrent à accorder des pensions aux anciens membres des Waffen-SS qui pouvaient démontrer qu'ils avaient été enrôlés de force après septembre 1943, lorsque les Waffen-SS commencèrent à incorporer des conscrits au lieu de dépendre uniquement de volontaires et qui n'avaient pas participé à des activités déclarées criminelles par les tribunaux alliés. Le résultat fut une classification implicite. Le volontaire de 1939 ou 1940 était suspect. Le conscrit de 1944 pouvait être considéré comme une victime des circonstances. Cette distinction, bien qu'ayant une certaine logique juridique, ignorait que, en 1944, les Waffen-SS continuaient à mener les mêmes opérations de représailles et à assurer les mêmes fonctions de soutien à l'appareil de terreur qu'en 1940. Dans la Bundeswehr, créée en 1956, la question du rôle des anciens officiers des Waffen-SS fut traitée avec prudence. Le général de la Wehrmacht Adolf Heusinger, qui avait servi comme chef des opérations de l'état-major général de l'OKH, devint le premier inspecteur général de la Bundeswehr. Les Alliés avaient insisté pour que les nouvelles forces armées allemandes aient un caractère différent de l'ancienne armée. Un comité consultatif appelé Personalgutachterausschuss, comité d'évaluation du personnel, examinait individuellement les dossiers des officiers postulant à la Bundeswehr. Sur les 3117 anciens membres des Waffen-SS ayant présenté une demande, 508 furent acceptés. Les critères de refus comprenaient la participation documentée à des crimes de guerre, des dossiers SS montrant l'appartenance à des unités spécifiquement impliquées dans des crimes contre des civils et des objections des conseillers alliés. HIAG entretenait également des relations ambiguës avec l'extrême droite allemande. Certains de ses membres étaient actifs dans le Sozialistische Reichspartei, déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale en 1952, ou dans la Deutsche Reichspartei. Ces liens restèrent généralement discrets dans les années 1950 et 1960, lorsque l'organisation cherchait à projeter une image de respectabilité. En 1978, Der Spiegel publia un reportage détaillé documentant avec précision les liens entre HIAG et les partis d'extrême droite, la présence lors des réunions de l'organisation de personnes condamnées pour crimes de guerre et le caractère apologétique de ces publications historiques. Le reportage eut un impact politique réel. Plusieurs parlementaires ayant entretenu des contacts discrets avec HIAG y mirent publiquement fin. L'organisation répondit que l'article était diffamatoire, mais ne put réfuter les faits documentés. Les années 1980 furent compliquées pour HIAG. La génération de ses fondateurs vieillissait. Paul Hauser mourut en 1972. Félix Steiner était décédé en 1966. La mémoire de la guerre s'éloignait, mais simultanément la recherche historique académique s'approchait avec des outils plus précis. L'historien Bernd Wegner publia en 1982 Hitler politische Soldaten, die Waffen-SS 1933 à 1945, détruisant systématiquement avec des documents d'archives la thèse de la Waffen-SS comme armée apolitique.
Les travaux d'historiens tels que Christopher Browning sur les bataillons de police et Martin Brosat sur l'administration du système concentrationnaire liaient de plus en plus directement les opérations militaires des Waffen-SS à l'appareil du génocide. Les publications de H.A.G. commencèrent à paraître anachroniques, même à certains de ses propres membres. L'organisation fédérale fut dissoute en 1992. Cependant, les groupes locaux de vétérans survivants continuèrent à se réunir de manière informelle pendant des années. Certains publièrent des mémoires et des bulletins sans le soutien institutionnel de H.E.I.A.G., mais avec le même biais apologétique. La dernière grande réunion documentée d'anciens membres des Waffen-SS en Allemagne eut lieu à Fallingbostel en 2005 avec environ 200 participants âgés. Les SS, qui avaient rassemblé près d'1 million d'hommes, se terminèrent comme un groupe de personnes âgées refusant de reconnaître ce qu'elles avaient fait. L'héritage intellectuel de H.I.A.G. survécut à l'organisation. Les livres publiés par Munin Verlag continuent de circuler sur le marché de l'occasion et sur Internet. Certains d'entre eux restent la seule source d'informations détaillées sur de petites batailles sur des fronts secondaires, et leur contenu purement militaire était parfois cité par des historiens académiques avec les précautions appropriées. Mais sur les forums en ligne, dans les groupes de collectionneurs de militaria et dans certains cercles d'extrême droite, ces ouvrages circulent sans précaution critique. La narration que H.I.A.G. a construite pendant 40 ans a trouvé sur Internet un nouveau vecteur de diffusion que l'organisation n'aurait jamais pu imaginer. Justice tardive, la mémoire contestée. Le 11 novembre 1989, lors de la chute du mur de Berlin, les archives de la RDA et de l'Europe de l'Est ont été ouvertes. Ces archives contenaient ce que les gouvernements communistes avaient rassemblé pendant 4 décennies, des documents des SS saisis à la fin de la guerre, des registres des administrations d'occupation allemandes et des témoignages de survivants recueillis par les procureurs du bloc soviétique. L'accès à ces documents a radicalement transformé la recherche historique sur les Waffen-SS. L'exemple le plus concret fut l'archive centrale des SS à Berlin-Lichterfelde, qui avait été divisée entre l'Est et l'Ouest à la fin de la guerre. Les documents occidentaux étaient conservés au Bundesarchiv à Koblenz, les documents orientaux aux archives du ministère de la Sécurité d'État, la Stasi, à Berlin-Lichterfelde. La réunification a permis pour la première fois l'accès à l'ensemble de ces documents. Les dossiers personnels des officiers des SS encore vivants et percevant des pensions pouvaient désormais être comparés aux registres opérationnels documentant leurs activités réelles pendant la guerre. Fritz Bauer, procureur général de Hesse, avait lancé en 1958 les premières démarches pour juger les responsables des crimes d'Auschwitz. Bauer, qui avait fui l'Allemagne après avoir été arrêté par les nazis en 1933 et vécu en exil au Danemark et en Suède, était revenu en Allemagne après la guerre convaincu que la justice allemande avait l'obligation de poursuivre ses propres criminels. Il a dû affronter la résistance systématique d'une magistrature d'après-guerre dans laquelle de nombreux juges et procureurs avaient servi sous le régime nazi. On estimait que dans les années 1950, 80% des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice de Rhénanie du Nord-Westphalie avaient été membres du parti nazi. Bauer a réussi à faire tenir le procès d'Auschwitz à Francfort entre 1963 et 1965. 22 anciens membres des SS ayant servi dans le camp ont été jugés. Parmi eux, 6 ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Les autres ont reçu des peines allant de 3 à 14 ans. Le procès fut le premier à présenter au public allemand des témoignages directs de survivants de l'Holocauste. Plus de 360 témoins ont été entendus. L'impact culturel fut énorme, en particulier sur la jeune génération qui n'avait pas connu la guerre. L'ouverture des archives d'Europe de l'Est dans les années 1990 a révélé l'ampleur des crimes qui étaient restés non élucidés. Le Centre de coordination de la justice allemande à Ludwigsburg, fondé en 1958 pour coordonner les enquêtes sur les crimes nazis, avait travaillé pendant des décennies avec un accès incomplet aux documents. Il pouvait désormais relier les noms figurant dans les dossiers des SS au registre d'opérations en Biélorussie, en Ukraine, dans les États baltes et en Pologne, documentant des massacres spécifiques. Le problème était que beaucoup de responsables étaient décédés de vieillesse. Ceux encore vivants avaient 70, 80 ans ou plus. En Italie,
le procès a pris encore plus de temps. Le massacre de Santana di Stazzema a eu lieu le 12 août 1944, lorsque le 2e bataillon du 35e régiment de la division SS Reichsführer SS, sous le commandement du major Walter Raeder, a tué 560 civils dans le village toscan de Santana di Stazzema, y compris des femmes, des personnes âgées et des enfants. Les corps ont été brûlés. En 1994 et 1995, des historiens italiens et le magistrat militaire Marco de Paolis ont identifié des documents des SS reliant directement 10 officiers survivants à l'opération. Le gouvernement allemand a été informé. Cependant, comme dans le cas de Heinz Lammerding à Oradour, la République fédérale d'Allemagne a refusé d'extrader ses citoyens, invoquant l'article 16 de la loi fondamentale qui interdisait jusqu'en 2000 l'extradition des citoyens allemands vers des pays étrangers. Un tribunal militaire italien, à la Spezia, a jugé les 10 accusés par contumace et les a condamnés à la réclusion à perpétuité en 2005. L'Allemagne a refusé d'exécuter les condamnations. Les condamnés sont morts dans leur maison, dans des villes allemandes. Le Parlement européen a adopté des résolutions condamnant cette situation. Dans la pratique, rien n'a changé. La question des pensions est devenue dans les années 1990 et 2000 un scandale politique récurrent. Des enquêtes journalistiques et académiques ont révélé que plusieurs anciens membres des Waffen-SS condamnés pour crimes de guerre à l'étranger percevaient encore des pensions de l'État allemand. Arvid Frederiksen, ancien membre de la division Nordland de nationalité danoise, condamné au Danemark pour crimes de guerre, percevait une pension d'invalidité de guerre du système allemand tout en purgeant sa peine dans une prison danoise. Des cas similaires ont été documentés dans les années 2000 avec des membres des divisions lettonnes et estoniennes des Waffen-SS résidant en Allemagne après avoir émigré à la fin de la guerre froide. Le Bundestag a débattu à plusieurs reprises d'amendements au Bundeswehrsorgungsgesetz pour exclure les condamnés pour crimes de guerre. Certains amendements ont été adoptés, d'autres non. La situation dans les pays baltes et en Ukraine a introduit une dimension différente dans le débat. En Estonie, en Lettonie et en Lituanie, la mémoire des Waffen-SS locales s'est fusionnée avec la mémoire de la résistance à l'occupation soviétique. La logique était compréhensible du point de vue des victimes de ces occupations. Si l'Union soviétique était l'ennemi principal et que les divisions des Waffen-SS avaient combattu contre l'Union soviétique, ces divisions pouvaient être présentées comme résistantes, même si elles portaient des uniformes allemands et avaient juré fidélité à Hitler. La 20e division de grenadiers des Waffen-SS, première estonienne, et la 19e division de grenadiers, deuxième lettonne, sont devenus, respectivement en Estonie et en Lettonie, des objets de commémoration officielle. À Riga, depuis le début des années 2000, des marches annuelles ont lieu le 16 mars, date à laquelle en 1944, les 2 divisions lettonnes des Waffen-SS ont combattu ensemble pour la première fois. Ces marches ont réuni d'anciens combattants, leurs descendants et parfois des membres de partis d'extrême droite européens. Le Parlement européen les a critiqués à plusieurs reprises. Le gouvernement letton a répondu que le contexte de l'occupation soviétique justifiait la reconnaissance de ceux qui avaient combattu contre elle, quel que soit l'uniforme porté. En Estonie, le mémorial de Sinimäe, dans la région d'Ida-Virumaa, honore les soldats de la ligne Tannenberg, où durant l'été 1944, les unités des Waffen-SS, y compris la 20e division estonienne, ont combattu pendant des semaines contre l'avancée soviétique. La bataille fut militairement significative et les pertes des 2 côtés furent énormes. Le mémorial mélange sans distinction la mémoire des soldats estoniens ayant combattu aux côtés des Allemands avec celle des combattants des forces de résistance estoniennes d'autres affiliations. La complexité historique réelle que beaucoup de ces hommes avaient également participé à des opérations anti-partisans impliquant des massacres de civils dans les territoires occupés à l'Est reste généralement absente des cérémonies commémoratives. L'Ukraine a présenté le cas le plus politiquement discuté. La 14e division de grenadiers des Waffen-SS, première ukrainienne, connue sous le nom de division Galicia, a été symboliquement reconstituée dans le discours historique ukrainien comme une formation de résistance anti-soviétique.
En 2020, le tribunal administratif d'appel de Lviv a statué que les symboles de la division Galicia, y compris l'emblème du lion doré sur fond bleu, ne constituaient pas des symboles nazis et pouvaient être affichés publiquement. Le gouvernement ukrainien n'a pas contesté la décision. Les historiens de l'Holocauste ont souligné que la division Galicia avait participé à des opérations anti-partisans en Pologne et en Yougoslavie ayant entraîné la mort de civils, et que certains de ses membres avaient auparavant servi dans des unités de police auxiliaires qui collaboraient avec les Einsatzgruppen dans les massacres d'Israélites en 1941 et 1942. Le débat entre cette évaluation historique et la mémoire collective ukrainienne, exacerbée par le contexte de la guerre avec la Russie commencée en 2014, reste non résolu. En Allemagne, l'article 86 du Code pénal interdit l'usage public de symboles d'organisations interdites, y compris la rune double SIG utilisée par les SS. La loi a été appliquée dans des centaines de cas depuis son entrée en vigueur. Dans la pratique, le collectionnisme de militaria des SS, uniformes, décorations, documents, évolue dans une zone grise légale où la possession privée est généralement tolérée, mais l'exposition publique peut être illégale selon le contexte et l'intention. Sur Internet, la distinction entre collection, curiosité historique et propagande active est impossible à maintenir. Les mêmes forums où des historiens amateurs discutent de l'histoire d'une division des Waffen-SS incluent des participants utilisant l'iconographie nazie comme image de profil. Les recherches académiques des années 1990 et 2000 ont définitivement démoli la thèse des Waffen-SS comme armée apolitique. Peter Longerich a documenté dans son ouvrage Himmler, 2008, la participation directe et intégrale des Waffen-SS à l'appareil du génocide à tous les niveaux. Sonke Neitzel et Harald Welzer ont publié en 2011 Soldaten, une analyse des enregistrements secrets des conversations entre prisonniers de guerre allemands réalisés par les Alliés pendant la guerre. Les soldats, y compris des membres des Waffen-SS, parlaient de massacres de civils et d'exécutions de prisonniers avec une normalité révélant à quel point cette violence était intégrée dans leur conception de la guerre. Christoph Dieckmann a démontré dans son étude sur la Lituanie que les Waffen-SS fournissaient entre 25 et 30% du personnel des Einsatzgruppen durant les premiers mois de la campagne de l'Est. Le travail d'Alexander Prusin sur les auxiliaires locaux des SS en Ukraine occupée a montré l'étendue des réseaux de complicité entourant les Waffen-SS dans les territoires occupés. L'ensemble de ces recherches accumulées pendant des décennies est arrivé trop tard pour la majorité des auteurs de crimes. Mais il a produit un changement réel dans l'enseignement de l'histoire en Allemagne, dans le traitement muséal de la période et dans la compréhension académique de ce qu'avait été l'organisation. Les musées qui, dans les années 1950, exposaient les divisions des Waffen-SS comme exemple de bravoure militaire incluent désormais, dans le meilleur des cas, des sections consacrées à leurs crimes. Le mémorial de l'Holocauste de Berlin, inauguré en 2005, ne mentionne aucune formation des Waffen-SS par son nom, mais son existence et son ampleur constituent la meilleure réponse possible à 40 années de publication de la Munin Verlag. Le poids de la mémoire, leçons et avertissements. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus de vétérans des Waffen-SS. Leurs associations ont disparu. Pourtant, leur héritage perdure de manière toujours pertinente. Dans les débats sur la mémoire historique et la justice transitionnelle, l'histoire des Waffen-SS après 1945 offre une leçon complexe sur les limites de la justice institutionnelle face à l'ampleur de la complicité massive. Le tribunal de Nuremberg a condamné les dirigeants. Les procès ultérieurs ont concerné certains commandants de niveau intermédiaire. Mais d'une organisation qui, à son apogée, comptait près d'1 million d'hommes, la proportion de ceux qui ont réellement affronté des conséquences juridiques fut faible. Les mécanismes d'évasion étaient multiples. Les réseaux d'évasion qui ont conduit des criminels en Amérique du Sud et dans d'autres destinations. La pression politique des groupes de vétérans qui influençaient les partis allemands. La logique de la guerre froide qui a conduit les puissances occidentales et soviétiques à instrumentaliser certains ex-nazis pour leurs propres objectifs de renseignement. Le poids du pragmatisme économique qui a fait de la réintégration une priorité par rapport à la responsabilité et peut-être plus durable que tout autre mécanisme, le silence. Le silence des auteurs sur ce qu'ils avaient fait. Le silence des familles qui ne posaient pas de questions.
le silence d'une société qui préférait regarder vers l'avant. Ce silence a commencé à se briser dans les années 1960 avec le procès d'Eichmann, dans les années 1970 avec les enquêtes journalistiques sur Hachim AG, dans les années 1980 avec les débats sur la figure du soldat allemand ordinaire, et de manière plus profonde après 1989, lorsque les archives ont été ouvertes et qu'une nouvelle génération d'Allemands a commencé à poser des questions que leurs parents et grands-parents avaient évitées. Le mythe du soldat des Waffen-SS comme combattant passionné mais apolitique, comme chevalier moderne à l'écart des crimes du régime, a été délibérément construit après la guerre par des hommes qui savaient exactement quel avait été leur rôle. Ce mythe a survécu pendant des décennies parce qu'il était utile à ceux qui voulaient se réintégrer dans la vie civile d'après-guerre, aux politiciens cherchant des votes et à une société qui préférait le confort de l'oubli à l'inconfort de la mémoire. L'historiographie moderne a systématiquement démantelé ce mythe. Les Waffen-SS n'étaient pas séparés des crimes du régime. Elles faisaient partie intégrante de l'appareil génocidaire nazi, tant au front qu'à l'arrière. Un tiers des membres des Einsatzgruppen avaient été recrutés parmi le personnel des Waffen-SS avant l'invasion de l'Union soviétique. La construction des chambres à gaz d'Auschwitz a été supervisée par le bureau de construction des SS. Environ 7000 membres y ont servi comme garde. 80 ans plus tard, l'histoire des Waffen-SS après 1945 reste un avertissement sur ce qui se passe lorsqu'une société permet aux auteurs de crimes de masse d'écrire leur propre histoire, et sur le travail nécessaire pour une mémoire honnête lorsque cette histoire a déjà été écrite.